Et Juliette Hazard, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous pour cette interview qui s'inscrit dans notre série d'interviews sur l'espoir. Tu es complètement libre et heureusement, et je t'en remercie d'être avec nous pour aborder l'espoir sur le plan du soin, mais évidemment sur le plan aussi de ce que tu lui donnes dans la vie, dans la place que tu lui donnes. Donc pour toi, qu'est-ce que ça représente justement l'espoir? Alors l'espoir dans ma vie, dans la vie, c'est tout d'abord pour moi, c'est un acte de résistance en fait. Euh, Parce que dans ma vie, elle a démarré à l'âge de 14 ans par une phrase plus vite, mais bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? Et en pleine adolescence, en fait, je me retrouve à la piscine et malgré des efforts surhumains pour avancer, je comprends rien à ce qui m'arrive et je nage à la vitesse d'un escargot lors de mes préparations de compétition. Puis après, le même jour, c'est autour du cours de piano et là, j'ai mon annulaire qui ne répond plus du tout et qui traîne sur les touches du clavier, qui entraîne des fausses notes l'une après l'autre. Et en quelques jours, en fait, tous les automatismes que mon cerveau connaît par cœur vont me lâcher les uns après les autres, jusqu'à ce que mes fonctions vitales aussi m'abandonnent, marcher, m'alimenter, respirer. Et je perds donc totalement le contrôle de mon corps en quelques jours. Et le jour du diagnostic, je pose une seule question, en plaçant tous mes espoirs, tout mon espoir et le reste de ma vie en fait dans la réponse. Est-ce que je pourrais un jour refaire du sport, danser, marcher? Et le jeune médecin en face de moi, d'un regard implacable, il va sceller mon destin en trois mots. Non, plus jamais. Et là, eh bien, la réponse en fait du fond de mes tripes, elle est immédiate. Je me dis à moi-même, moi aussi, quand je serai grande, je serai médecin et je communiquerai différemment avec mes patients. Alors, la version, elle était un petit peu plus, c'était la version d'une adolescente et j'avais dit, moi aussi, quand je serai grande, je serai médecin et je parlerai pas comme ça à mes patients. Et finalement, c'est à ce moment précis, alors que je fais face à mon adolescence et à ma vie qui m'échappe, et dans l'impossibilité de contrôler mes mouvements, que je vais finalement, cet espoir qui a été en moi complètement détruit, je vais décider de quelque part reprendre le contrôle par cet acte de résistance. Je reprends le contrôle de ma vie en me faisant cette promesse. Donc pour moi, dans ma vie, l'espoir, c'est exactement ça, c'est la décision intime de ne pas laisser une phrase définitive, en fait, décider de toute mon histoire. Alors, ce que tu dis est très clair, très concret. J'ai entendu dans les interviews quelqu'un dire c'est être acteur. Simplement ce mot-là, être acteur. Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Est-ce que toi, tu viens de me dire redevenir actrice de la vie et de ce que tu veux? Tout à fait, finalement, en me faisant cette promesse, je suis redevenue actrice. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, que j'allais pas guérir, que j'allais plus remarcher. Et donc, en me lançant ce défi, je suis redevenue acteur de ma vie, je lui ai donné un sens et quelque part, j'ai repris le contrôle. Et finalement, je pense que c'est pas par hasard après que le choix de devenir médecin addictologue est venu naturellement à moi, puisque dans les addictions, les personnes vont aussi expérimenter une perte de contrôle à un autre niveau, mais elles ont aussi une perte de contrôle par rapport à leur consommation. C'est toujours important de rappeler que l'addiction, c'est une maladie chronique et qui n'est pas du tout liée à un manque de volonté. Donc en fait, je pense qu'en effet, quelque part, et même entièrement, je suis redevenue actrice et j'ai pris ma responsabilité. J'ai pris quelque part une responsabilité, j'ai redonné un sens à ma vie pour pouvoir la poursuivre avec cette phrase, évidemment, qui a continué de me hanter et qui a fait que mon soin et que mon parcours en tant que patiente euh, aurait été bien sûr différent si j'avais entendu d'autres mots. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait aussi que je suis la personne que je suis et que je suis devenue soignante et devenue médecin. Donc, je pense que dans le soin, en fait, l'espoir pour moi, c'est la conviction qu'il y a toujours une zone de possible,
même quand la maladie, elle est chronique, même quand les rechutes, elles font partie du chemin. Et finalement, euh, c'est, c'est cette notion-là de pouvoir en fait reprendre le contrôle et, et l'espoir finalement dans ma pratique maintenant de soignante, de médecin addictologue, c'est de croire que la perte de contrôle, elle n'est pas définitive et que on peut toujours reconstruire du pouvoir d'agir. Pas à pas, on peut reconstruire du pouvoir d'agir, que ce soit sur les consommations, mais de façon plus globale, dans d'autres dimensions, peut-être gagner un petit peu quelques heures de sommeil, améliorer l'alimentation, apaiser les douleurs physiques, les douleurs psychiques, améliorer les dimensions de la vie affective, de la vie sociale. Donc pour moi, c'est en effet tout à fait, c'est reprendre du pouvoir d'agir. Finalement, tu es en train de me dire que dans ta vie, ce que tu as vécu avec ce couperet qui est tombé était, je dirais, extrêmement finalement dangereux, pouvait t'amener à abandonner et en même temps a pu chez toi déclencher quelque chose de complètement inverse, c'est-à-dire te donner envie de regagner. Voilà. Tout à fait. Il y a eu ce côté positif. Alors évidemment, je me suis aussi fermée dans d'autres domaines parce que j'ai gardé en tête cette phrase que je ne pourrai pas guérir, je pourrai plus reprendre le contrôle de mes muscles. Donc je me suis privée d'autres choses. J'ai eu des croyances erronées, mais en tout cas, en effet, c'est mon parcours et maintenant je l'accepte totalement parce que tout est lié et il m'a amené à faire de la médecine et ça, je le regrette pas. Très bien. Tu viens de toucher quelque chose de très... tu évoques un événement violent dans ta vie, où on peut se sentir désespéré ou être dans le désespoir. Alors, dans ces interviews, le mot désespoir a été évoqué plusieurs fois, surtout comme je dirais, un catalyseur qui vient ouvrir à ce moment-là une lumière. Et comme dit Jean-Marc Benayem, je pense que c'est celui qui l'a dit le plus clairement au départ, il évoque l'espoir devant le désespoir. On n'est pas toujours dans cette situation-là, mais en tout cas, ce qu'il explique, c'est que l'espoir est convoqué particulièrement dans ces situations-là. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu penses que ce qui t'a permis de réagir, c'est ton entourage? Est-ce que c'est ta force d'une adolescente qui a envie de tout manger et de se révéler? Est-ce que c'est une croyance en quelqu'un? Finalement, si tu réfléchis, qu'est-ce qui a pu t'aider à ce moment-là à réagir aussi fort? Ben, je pense que ça m'a amené en effet, soit je m'écroulais et j'entendais ce diagnostic et du coup, ben, je devenais cette personne qui restait allongée dans son lit et qui ne pouvait rien faire. Mais ça, il m'a lancé un défi, ça m'a piqué quelque part. Je pense que quelque part, il y a eu aussi un petit peu d'ego qui s'est réveillé et qui m'a dit non, oui, parce que il est médecin. Moi, j'avais pas du tout, je n'ai pas du tout de personnes autour de moi dans mon entourage qui sont dans le soin. Donc, je me suis dit, voilà, c'est parce qu'il est médecin, il pense qu'il se croit tout permis et tout. Mais moi aussi, je suis capable d'être médecin et je ne veux pas faire comme ça. Je veux accompagner les personnes, je veux leur donner de l'espoir. Enfin, les mots, c'était exactement les mots que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je ne parlerai pas comme ça à mes patients. Donc, ça m'a piqué, ça m'a fait lancer ce défi. Et heureusement, ce défi qui a été un moteur. Et pendant des années, avec cette maladie qui était très invalidante, je me suis concentrée que sur ça. Et c'était ce qui me permettait d'avancer, de me dire, tu deviendras médecin. Donc, c'est grâce à ça, en effet, je peux le dire que j'ai survécu. Évidemment, j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille, mais à ce moment-là, je pense que c'est ce que je viens d'évoquer qui m'a fait faire ce sursaut. D'accord. Aujourd'hui, où te places-tu, toi, l'espoir chez le patient, c'est-à-dire pas l'espoir que toi tu as pour le patient, non, non, l'espoir que le patient peut avoir, comment tu accueilles son espoir. Alors, je vais me permettre de donner des réponses. Euh, Ayant été aussi patiente, je pense que
euh, du côté de la personne qui est en soins, l'espoir est parfois, il est bien sûr multiforme, mais je dirais que dans mon expérience d'addictologue, il peut être très concret et très incarné. Je pense que c'est important aussi de l'incarner sur des choses concrètes. Il peut porter sur des choses simples, des choses mais essentielles, hein, bien sûr, la simplicité dans ce sens-là. Ça peut être bah, réussir à passer une journée sans consommer. Ça peut être retrouver un peu de sommeil. Ça peut être tenir au travail sans s'écrouler. C'est un espoir, souvent, je dirais, je ressens qu'il est empreint de lucidité. La plupart de mes patients, ils savent que le chemin il sera long, qu'il pourra y avoir des rechutes, mais ils gardent cette idée qu'ils peuvent faire mieux qu'hier, en fait, et que chaque progrès, même modeste, compte. Euh, c'est voilà, je peux pas parler à leur place. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis chaque patient, chaque personne est différente. Donc c'est une voilà, c'est une sensation que j'ai. Et je pense que finalement l'espoir peut-être a une fonction pour le soignant et le soignant un petit peu différente. Et pour le patient, c'est un moteur finalement, et c'est ce que j'ai ressenti aussi en tant que patiente, c'est un moteur pour tenter, pour retenter, pour se remettre en mouvement. Et peut-être qu'en tant que soignante, maintenant, par rapport à un patient, pour moi, l'espoir, euh, c'est d'une autre nature. Ça va être une position éthique, professionnelle. Je vais choisir je choisis de croire que même lorsque la situation semble figée, ben, il y a toujours une marge de manœuvre, un axe de travail, une ressource à révéler, un lien à consolider. Donc mon rôle, moi je pense que c'est de tenir cet espoir-là, parfois quand le patient il en a très peu, sans bien sûr lui imposer des objectifs irréalistes ou de confondre l'espoir et la toute-puissance. Donc pour moi, l'espoir dans le soin, personnellement, c'est un cadre qui va me pousser à adapter ma manière de soigner, à rester en fait en recherche, à travailler en réseau, à finalement, en parlant, c'est aussi un moteur. Ça me fait avancer, ça va me pousser à faire de la prévention, ça va me pousser aussi à prendre la parole en entreprise pour que justement certaines personnes n'arrivent jamais jusqu'au stade de la maladie d'addiction. Et je pense que finalement, c'est quand on arrive à accorder ces deux espoirs, que le soin il devient vraiment transformationnel. Et la relation de soins, je la vois comme un espace où nos deux espoirs vont se rencontrer et vont peut-être même parfois entre guillemets, se corriger, vont se faire évoluer. Euh, un patient parfois peut déposer un espoir, entre guillemets, grand, rapide. euh, je veux que tout disparaisse tout de suite et je vais essayer de l'aider à le transformer en étape réaliste. Et à l'inverse, parfois, ben, il peut arriver sans aucun espoir. Il peut être convaincu que de toute façon, rien ne changera. Et je pense que là, c'est de ma responsabilité de tenir quelque part pour lui une petite part d'espoir, le temps qu'il puisse finalement la reprendre en main. C'est intéressant. C'est une vision enfin, qui est très claire. Tu expliques que je n'ai pas entendu du tout dans des interviews. Donc là, tu viens de parler, d'une part, je vois que ce que tu vois dans l'espoir chez le patient, c'est la possibilité de se dire je vais pouvoir faire quelque chose là à très court terme, mais au moins aujourd'hui je vais faire quelque chose. On n'est pas du tout dans l'avenir, on est dans le présent. Donc tu situes vraiment l'espoir dans le présent comme rendant quelque chose qui sera possible si je le fais. Je vais pouvoir le faire, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Puis là, tu vas plus loin, c'est que tu expliques que la rencontre du patient et du thérapeute, c'est finalement l'alliance thérapeutique qui passe aussi par une alliance des espoirs, des espoirs plus loin, et avec la possibilité d'injecter un peu d'espoir chez l'autre quand on sent qu'il n'y en a plus. C'est pas toi qui lui donnes ton espoir, mais tu lui montres avec ton espoir que lui peut en retrouver. C'est ça que j'entends. Ça fait ça. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on parle d'alliance thérapeutique, on n'a jamais parlé d'espoir dedans. Jamais. Aucune définition qui le présente comme ça. Et donc, c'est très joli. C'est joli parce que c'est parlant et ça montre le rôle de chacun.
patient est là pour retrouver, recouvrer de la liberté de faire des choses, tu l'as bien dit, recouvrer la liberté de vivre, tout simplement. Et le thérapeute pour y répondre et en même temps réanimer de temps en temps la flamme quand elle ne brûle plus assez. Alors donc du coup, l'on bascule d'emblée sur autre chose. Est-ce que tu ne parles pas aussi là d'espérance dans ce que tu es en train de me dire? Oui, oui, c'est juste. C'est juste. L'espérance, en effet, c'est quelque chose pour moi qui est très profond, en fait. C'est une manière de tenir un cap intérieur. C'est une confiance aussi durable dans le fait que la vie, bah, elle peut garder du sens. Même si tous les objectifs qu'on s'était fixés ne sont pas atteints comme prévu, bah, en fait, mon espérance en tant que médecin addictologue, en tant que conférencière aussi, c'est que c'est pas que tous mes patients deviennent abstinents, c'est qu'ils puissent, malgré la maladie et les vulnérabilités, à retrouver une existence, comme tu viens de le souligner, qui leur semble plus libre, plus juste pour eux. Et je pense que j'essaie en tout cas, dans mon activité, de nourrir les deux, c'est-à-dire de soutenir les espoirs concrets de mes patients et de leurs proches et de garder en effet pour eux comme pour moi une espérance plus large en leur capacité de se reconstruire, d'apprendre d'une rechute, de se relever après, après une tempête. Et finalement, cette espérance, elle m'aide aussi ben, à tenir dans la durée, dans un système de soins qui est parfois sous tension, dans ce contexte en fait global de souffrance psychique. Elle est pour moi un levier. Alors là, tu mets donc l'accent sur le fait de dire l'espoir, c'est quelque chose de plus ponctuel. L'espérance, on est sur la durée. On a toute une définition qui va aller avec quelque chose de plus transcendé dans la définition par rapport à l'espoir, c'est de dire, quoi qu'il arrive, l'espérance fait que ça se passera. Et donc, je peux rester positive ou positif par rapport à l'avenir. Ce qui est moins vrai avec l'espoir qui peut s'effondrer brutalement par une réponse comme tu avais entendu d'ailleurs. Tu es d'accord avec cette Oui, différence-là? pour moi, c'est une confiance durable. Mhm. C'est ça. Ouais, Ah oui, ouais. donc tu mets le mot confiance. Tu le situes où par rapport à l'espoir, celui de le mot confiance? Euh, pour moi, quand je dis une confiance durable par rapport à l'espérance, pour moi, c'est vraiment une confiance durable. C'est quelque chose finalement, donc du coup, de plus profond, quelque chose qui est toujours présent en nous, l'espérance et cette confiance dans le fait pas forcément de guérir, mais qu'on va transcender les choses, que la vie garde du sens. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ce que peut penser un patient euh, avec son espoir qu'il a, de ce que le thérapeute en pense? Est-ce que tu as la sensation, dans la vie de tous les jours, hein, très couramment, qu'on confronte nos espoirs et surtout qu'on les parle, qu'on les dit? Est-ce que tu trouves que dans la vie de tous les jours, dans le soin, on évoque l'espoir en consultation d'annonce, en consultation tout court, en consultation de suivi? Je pense qu'on ne l'évoque pas assez. En effet, je pense qu'on ne l'évoque pas assez. Et évidemment, moi, ce sont les mots qui m'ont manqué à l'âge de 14 ans. Si à la place d'un non plus jamais, qui s'est avéré en plus erroné, euh, j'avais eu un oui, c'est possible, ou au moins, ben, on va avancer ensemble, on va vous soutenir. Tu vois, quand tu me dis Tout, ça, tout j'y aurait avais pas changé. pensé depuis ces quelques mois. Tu m'as évoqué un étudiant que j'avais eu au cabinet et qui, à l'âge de 19 ans, va consulter un ophtalmo et qui lui évoque une rétinopathie familiale en disant vous allez perdre la vue. Et donc, il a perdu à ce moment-là l'espoir de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire de la médecine. Et pendant 2 ans, 3 ans, il est allé vers autre chose. Il a fait des études de sciences fondamentales et il s'est mis à organiser l'accompagnement de soignants en vacances. Et il partait dans des sites différents dans le monde. Et puis, il a quand même constaté que sa vue restait.
Et donc, ce n'était pas le bon diagnostic. Et donc, il n'a pas du tout perdu la vue. Il a fait médecine et je l'ai eu comme étudiant en médecine plus tard, une fois que ces années sont passées. Et c'était intéressant de voir les ressources qu'il avait pu mettre en place parce que euh, il me disait, il me disait pas on s'est trompé d'un diagnostic, il m'a dit on a apporté un diagnostic, ma vie a basculé, j'ai cherché ce que je pouvais faire, et voyant que je pouvais faire finalement beaucoup de choses, je me suis remis en question. Là, on porte notre diagnostic et dit donc je développe autre chose. Donc, on avait la sensation que chez lui, il y avait quelque chose qui était comme une bombe, mais une bombe qu'il avait finalement, qu'il avait fait réagir et se investir dans quelque chose. C'est très clair, je voyais bien. Et donc, il n'avait jamais perdu cette confiance-là. Mais par contre, dans sa médecine, dans son approche des patients, il avait extrêmement peur de se tromper. Et je l'entendais dans beaucoup de choses, alors qu'il était brillant. Voilà. Mais il doutait toujours de ce qu'il pouvait voir et il n'acceptait pas qu'il puisse y avoir une mauvaise orientation, quelque chose ne se passe pas bien. Donc, c'est son histoire qui ressortait. Tu penses que c'est quelque chose de qui a chez chacun d'entre nous, quelle que soit la force de la déception parfois d'un espoir? Est-ce que ça La peut peur, construire chez nous? Oui, bien sûr. Oui, cette se rendre peur, compte qu'on n'a pas toujours la possibilité de garder l'espoir et qu'on peut être, je dirais, dans le désespoir complet quand quelque chose s'effondre. Est-ce que ça construit pour nous notre image de l'espoir? je pense en effet que peut faire peur. Ouais. L'espoir peut faire peur pour les patients. Ben, espérer, ça signifie s'exposer à la possibilité de l'échec, Hmm. de la rechute, de la déception, en particulier en addictologie, où l'on sait que la rechute, elle fait partie souvent, il y a plusieurs phases de rechute qui font partie du processus de rétablissement. Euh, il est compréhensible que certains patients préfèrent se protéger en disant, se protéger entre guillemets, hein, en disant je n'y arriverai jamais, plutôt que de s'autoriser à espérer et à risquer d'être à nouveau blessé. Et de mon côté, cette peur de l'espoir, elle se manifeste aussi d'une autre manière. Elle me rappelle que je ne maîtrise ni le rythme, ni le résultat du cheminement des patients. Et cette peur de l'espoir, finalement, elle m'oblige à rester humble pour la transcender, à accepter que mon rôle, c'est pas de garantir une issue, mais c'est d'offrir un cadre sécurisant, d'offrir des repères, une présence fiable, même quand la trajectoire, elle n'est pas celle que j'aurais, euh, entre guillemets, souhaité pour les patients. Donc, au fond, si l'espoir fait parfois peur, je pense que c'est parce qu'il nous met les patients comme les soignants du côté du vivant et donc du coup bah, de l'incertain. Et, et finalement, bah, c'est aussi d'un autre côté ce qui rend chaque petite progression si précieuse parce que c'est un pas vers plus de liberté, plus de paroles partagées. Et c'est là, moi, que je choisis de rester avec eux. C'est dans cet espace fragile, mais qui est profondément humain, où on ose encore croire que quelque chose peut bouger. D'accord. Donc, ce que tu dis là, finalement, c'est que tu vois dans l'espoir un outil qui va donner de la place pour ne pas sombrer dans la peur de l'incertitude qui nous empêcherait de devenir acteurs. C'est Ça ça que fait. j'entends. Tu dis finalement, quelqu'un a besoin d'espoir pour faire, pour être acteur. Et en même temps, mon espoir peut être déçu. Et à ce moment-là, je n'oserais plus jamais espérer puisque je me dis, ben, de toute façon, ça ne change rien. Alors, je n'ai pas du tout évoqué depuis le début ton travail. Nous tous les deux, nous sommes addictologues. Je t'ai interviewé dans une autre interview qu'on découvrira plus tard sur le livre que tu as écrit sur les adolescents, leur conduite addictive par rapport au réseau et les questions qu'on se pose dessus. Et évidemment, tu n'es pas dans une discipline par hasard. On n'est jamais quelque part par hasard. Et c'est vrai que quand un jour j'étais à Nice et puis euh, on me demande dans un congrès qu'est-ce que j'éprouve lorsqu'un patient a repris l'alcool. Alors déjà, j'utilise plus le mot rechute pour laisser le patient avoir le droit d'espérer. Et je parle d'un symptôme et je réponds qu'avec l'approche de l'hypnose, ça a tout changé. C'est-à-dire que je considère qu'un patient est avec moi au moment où il est là, bien le jour où il est là. S'il ne boit pas, c'est tant mieux, c'est une journée de vie en plus. Je ne situe plus sa reprise de l'alcool comme un échec et comme une chute dans un précipice. Au contraire, on part de là.
Voilà, je dirais jamais il faut être passé par là, pas du tout, mais je dirais on part de là. Donc, tous les deux, on voit une population qui peut décevoir profondément un entourage qui nous dit je n'y arrive plus, comment voulez-vous qu'on reste dans l'espoir, comment pouvons-nous espérer? Et voire même des patients qui eux-mêmes disent je n'y crois plus, etc. Tu es d'accord, c'est bien cet univers qu'on approche avec la dictologie, tout particulièrement. Parfois, on n'est plus dans un aspect médical de prime abord, on est plus dans le jugement qui nous fait dire il a dépensé ce qu'il avait dans les consommations, il ne travaille pas mais il consomme, etc., etc. Donc tout se mélange. Et notre travail, à ce moment-là, pour toi, il se situe où par rapport à l'espoir? C'est d'essayer de différencier l'espoir de l'attente, en fait. Euh, et de pas être dans l'attente d'atteinte d'objectifs précis. Et je dois le dire, moi, en tant que médecin addictologue, mon objectif, en fait, principal, c'est pas forcément que le patient il atteigne. J'ai toujours eu cette vision-là, donc ça m'aide. C'est pas forcément qu'il atteigne l'abstinence. Et évidemment, pour sa santé, c'est mieux. Mais mon premier objectif, c'est qu'un jour ils me disent, bah aujourd'hui, je suis sortie avec mes enfants, j'ai réussi à sortir cette nuit, j'ai mieux dormi. Donc tous ces petits moments, en fait. Moi, je me nourris de l'espoir de tous ces petits instants du quotidien, de voir des familles qui se réconcilient, un patient qui va retrouver le sourire au détour d'un atelier, qui va se détendre, on sent que ses épaules se relâchent, qui esquisse un petit sourire après une séance de respiration, de méditation, des patients qui vont découvrir une de leurs ressources, qui vont cultiver une nouvelle passion. Donc, c'est tous ces petits instants du quotidien qui nourrissent mon espoir sans avoir, sans essayer, bien sûr que ça arrive des fois. Pour des patients, on a tellement envie qu'ils y arrivent, mais déjà, c'est de partir de leur objectif à eux. En addictologie, on part de l'objectif des patients, donc déjà, bon, ça nous aide à pas avoir nos propres objectifs, mais c'est vraiment ça quand je sens que mon espoir finalement, il est dévié, il est piraté quand je veux absolument, je souhaite profondément que la personne arrête ses consommations. Je me remets dans l'instant présent et je me nourris de tous ces petits instants, de tous ces partages, déjà d'être dans l'échange avec ce patient. Je me nourris de ce fil d'espoir. Et pareil, dans mes conférences en entreprise, ça m'aide aussi beaucoup d'avoir développé cette activité. Je pense à ma dernière intervention sur le stress chronique et sur les conduites addictives. Et à la fin de ma conférence, un manager est venu me voir pour me dire qu'il reconnaissait du coup chez un collaborateur des signes de bascule vers une consommation qui pourrait être addictive, cette fameuse, on en parle dans notre autre entretien, de cette consommation un peu autothérapeutique. Et il me disait qu'il allait enfin oser ouvrir le dialogue, non pas pour juger la personne, mais pour lui proposer de l'aide et l'orienter vers des ressources. Et ce type de retour aussi, ben, lorsqu'un discours de prévention, ça se traduit concrètement par un changement de regard, par un geste de soutien au travail, tout ça aussi, ça nourrit profondément mon espoir. Euh, c'est tous ces petits instants, c'est mon appétence aussi pour la santé publique, pour la prévention, de travailler aussi sur toutes ces thématiques qui vont m'aider dans ces moments, comme tu le dis, qui peuvent être très lourds et très pesants, très compliqués pour un médecin addictologue. Alors, tu insistes par rapport à ce que j'ai pu entendre, toi, beaucoup plus sur la place de l'espoir chez le thérapeute. Et donc, je me dis en t'écoutant, on va parler du sourire juste après, tu l'as évoqué, mais on va juste en parler après ça. Euh, Peut-on exercer en tant que soignant sans espoir, dans le soin, sans espoir, dans ce qu'on peut partager avec un patient? Une bonne question. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est moi, je pense pas. Je pense pas qu'on le puisse. Après, moi, je suis une patiente qui est ensuite devenue médecin. Hein. Donc, je suis une patiente médecin. Et d'ailleurs, moi, je travaille à développer en fait ces spécificités des médecins qui ont connu avant des problèmes de santé, qui ont, tu le disais, une approche aussi.
une approche différente. Donc évidemment, moi, je suis nourrie de tout ce parcours et donc en étant patiente puis médecin, je ne, je n'arrive pas à entendre qu'on puisse accompagner un patient sans espoir. Mais c'est mon parcours qui me fait dire ça. Et évidemment, nous sommes des soignants, nous sommes diverses et heureusement, on est tous différents et donc on va apporter des choses différentes aux patients et les patients euh, vont, quand c'est possible, aller aussi euh, vers les professionnels de santé dans lesquels ils se retrouvent et ils retrouvent une alliance thérapeutique. Donc, je te réponds ça, mais du fait de mon parcours. Mais je, tout est, je pense que tout est possible et que c'est notre diversité aussi en tant qu'acteur de soins qui fait notre richesse et qui fait la richesse de ce qu'on peut apporter aussi aux patients. En t'écoutant, je pense depuis tout à l'heure au mot patient expert, au mot père, enfin tous les mots aidants qu'on peut utiliser. Je suis très très respectueux de cette démarche du patient expert. Je connais bien Gérard Osterman, on en parle énormément au niveau de la dictologie. Il a été un de ceux qui ont travaillé beaucoup dessus. Micheline Clodon, qui a beaucoup travaillé sur cette mise au clair du rôle du patient expert. Dans les interviews, on entendra Alain Dejour et puis Françoise Godel. Nous sommes là dans vraiment le monde du patient expert. Et je crois que si j'entends bien ce que c'est, ça rajoute aujourd'hui une notion particulière, le patient expert. Jusque-là, on pouvait se dire, c'est ce patient qui veut témoigner de ce qu'il a pu ressentir et qui va témoigner avec son langage de patient, un langage, on va dire, complètement normal, singulier, pour tout, chacun. Chacun parle avec sa façon, mais n'empêche que nos patients ont le droit de parler de façon plus simple que nous. Et en même temps, notre discours de scientifique, il est compliqué, et donc ils vont l'apprendre. Donc un patient expert, il connaît les deux langages pour pouvoir faire le lien entre les deux. Mais finalement, tu es en train de dire que le patient expert, il a surtout autre chose, c'est qu'il va peut-être venir apporter son expertise de l'espoir, quelle place ça peut jouer côté soignant, et soigner, et en même temps peut-être montrer que le soignant a le droit aussi et s'en sert de cette part d'espoir. Donc finalement, le patient expert serait le témoin d'une expertise, d'un vécu de maladie, mais aussi d'un espoir. Et cet espoir, il va venir le toucher au bon endroit. Ça te paraît juste? Oui, la place des patients experts est très importante puisqu'en effet, ils ont cette expertise de la maladie, ils ont ces espoirs, ils ont cette espérance et donc ils peuvent voilà, nourrir ce fil de l'espoir. Euh, évidemment, leur place, ils prennent de plus en plus de place et c'est tant mieux dans les structures de soins, tout ça se construit. Et, et, euh, et c'est très riche, très nourrissant pour les patients. Euh, et je pense que ça n'empêche pas que que les médecins qui ont connu ou qui connaissent la maladie, qui ont connu des problèmes de santé aussi, se nourrissent de leur parcours aussi pour accompagner les patients et osent aussi. Euh, c'est pas être vulnérable en fait d'être malade ou d'avoir été malade. Pour moi, c'est une grande force, c'est un grand moteur, mais je pense qu'il faut déjà avoir fait un cheminement et à un moment, on se rend compte aussi de cette force motrice, que c'est vraiment une force motrice et qui fait qu'on a aussi un accompagnement complémentaire singulier des patients. Donc oui, les patients experts, évidemment, leur rôle est indéniable auprès des patients et c'est cette chance aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi la dicto quand je m'y suis formée, c'est de voir que c'est toujours un accompagnement pluridisciplinaire et que chaque acteur autour du soin, autour du patient, est au même niveau à la même place en fait dans le soin. Il y a pas de hiérarchie. En tout cas, pour moi, c'est le principe fondateur en addictologie. On a tous notre place et on apporte autant aux patients. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis reconnue dans cette spécialité. Euh,
Tu as ouvert plein d'autres choses là, tu vois. En t'écoutant, Oui, j'entends d'autres choses qui sont intéressantes d'évoquer. Tu es en train de dire que, en tant que patiente, tu as eu un jour la force de te rébeller. Tu t'es rebellé, tu es rentré dans quelque chose, tu t'es dit, je ne peux pas accepter ce que j'entends, on m'empêche de pouvoir imaginer que je puisse aller mieux, je vais montrer que je peux aller mieux. Le mot combat, je ne sais pas trop, c'est un mot qui me dérange toujours parce que quand on dit combat, il y a un gagnant, il y a un perdant, je n'utilise plus le mot combat. Par contre, mettre toute son énergie pour rester vivant, rester acteur, oui, je l'entends bien. Rester vivant jusqu'au bout de ce qu'on peut vivre. Et en fait, en t'écoutant, je me dis, est-ce que l'espoir que tu as évoqué, que tu as convoqué, c'était à un moment l'espoir de pouvoir y arriver seul, l'espoir de pouvoir être aidé, l'espoir de pouvoir t'appuyer sur quelqu'un. Là, évidemment, je parle en soignant, et puis je parle avec une expérience que j'ai vécue. Et je pense que dès qu'on a tous vécu une expérience de la maladie, évidemment, on a entendu quelque chose et on a touché à notre type d'espoir. Qu'est-ce que tu penses de ces propositions? Espoir d'y arriver seul, espoir d'être aidé, espoir de s'appuyer sur quelqu'un, est-ce que tout ça, ça se mélange ou pas? oui, oui. Parce qu'en fait, comme on m'a coupé de l'espoir de guérir, euh, quelque part, comme tu l'as dit, j'ai eu un espoir de... Bien sûr, ça a été cassé pendant longtemps, hein, l'espoir de guérir, mais du coup, j'ai convoqué l'espoir d'arriver seule à faire quelque chose, de dire, Hmm. oui, mais non, tu me dis que je vais pas guérir du haut de ton statut de médecin, mais moi aussi, je peux être médecin. Donc, c'est de me dire, moi aussi, je suis là, en fait, je suis vivante quelque part, tu vois, en parlant avec toi. Je suis là, je suis une personne. Donc, parle-moi comme une personne avec des émotions, avec des sentiments et moi aussi je peux me révéler. Donc c'était l'espoir en effet d'y arriver seule. Et puis après, c'est aussi d'accepter euh, de trouver les personnes qui vont nous entourer, qui vont nous coacher, qui vont nous accompagner dans le rétablissement. Donc c'est accepter et se nourrir de l'espoir des personnes qui m'ont ensuite qui sont venues sur mon chemin, qui m'ont soigné, qui m'ont accompagné, qui m'ont renourri de leur espoir, comme je le disais tout à l'heure, ce ping-pong, en fait, cet échange, ça me fait penser un peu comme une énergie, comme à la physique quantique, au photon, et puis au fait que, voilà, on impulse un mouvement, on impulse une énergie. Donc, oui, il y a en effet ce fil-là, et puis après, cette énergie, cet espoir qui forcément nourrit le médecin maintenant aussi que je suis. Qu'est-ce que tu donnes comme place au sourire? Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein. Tu m'as dit, alors tu as dit quelque chose à ce moment-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas repris, mais qui était très important. Tu as parlé à un moment de ne pas se laisser piéger par l'objectif qu'on pourrait avoir, nous, d'un soin, surtout au long terme, et de s'appuyer sur l'objectif du patient. Donc, tu sais que dans l'hypnose, on va même parfois jusqu'à dire qu'on n'a pas du tout besoin d'objectif. On a juste la nécessité d'être en accord avec le patient et ce qu'il attend, pas forcément s'inscrire dans l'objectif. C'est compliqué pour quelqu'un à qui on apprend qu'il a une maladie de lui dire non, non, mais peu importe ce qui se passera. Mais non, c'est pas du tout peu importe ce qui se passera. Il va se passer quelque chose et on espère que ça se passera au mieux. Mais l'objectif, si je m'enferme dedans, il va m'empêcher de penser. C'est là que tu l'as évoqué et tu as parlé du sourire. Quelle place tu donnes toi au sourire, particulièrement chez le patient qui est devant toi et à ton propre sourire finalement avec le patient? Alors moi, le sourire, c'est très important. Le sourire, je l'ai, enfin, c'est pas j'essaie, ça se fait, je l'ai à chaque fois. C'est avant le bonjour, j'ai ce sourire pour le patient. Euh, Ce sourire bienveillant, en fait, pour moi, il veut dire je te vois, je t'accueille comme tu es avec ton histoire, avec tes difficultés, les consommations, les écrans, ton stress, ta fatigue. Et ce sourire, il veut dire tu n'es pas défini par ton ou tes symptômes. Je t'accueille en tant que personne et bien au-delà de ta maladie. Donc, pour moi, c'est tout ça un sourire. Et c'est pas un sourire qui minimise la souffrance ou qui fait comme si tout allait bien. C'est un sourire, en fait, pour ouvrir un espace sûr qui,
loin de la peur du jugement, en fait, ou de la honte ou de la culpabilité que peuvent ressentir les patients qui souffrent en particulier d'une addiction. Donc moi, je crois profondément qu'un sourire authentique, bien sûr, il faut qu'il vienne du cœur, il faut qu'il soit authentique et pas un masque. Mm. Sourire, allié à une écoute réelle et à des mots justes, bah, c'est le début finalement du chemin de l'espoir. Ce sourire-là, c'est déjà un petit oui, c'est possible qui est incarné. Euh, bah oui, Pascal, pour répondre à ta question, pour moi, oui, le sourire bienveillant, c'est très important, et c'est le début de l'espoir. Un jour, une amie avait une maladie, avait un cancer, elle est décédée, et elle va à l'hôpital dans un service pour une récidive de sa maladie. Et la soignante, qui était une amie à elle, proche, lui dit que souhaites-tu que je te propose? Ben, elle lui a dit que je garde la place d'une patiente. J'ai besoin aujourd'hui d'entendre une soignante. Et c'est extrêmement important. Je dirais que ça montre que l'espoir, et là tu as donné une réponse tout à l'heure, il ne va pouvoir, je pense, jouer un rôle et prendre de sens que si quelqu'un y injecte de son propre espoir dedans. Enfin, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Et là, dans ce que tu as dit, tu l'as complètement dit. Tout à l'heure, quand tu as parlé de cet espace qu'on pourrait appeler l'espace thérapeutique, l'espace du soin, fait d'un peu d'espoir, de deux espoirs qui se rapprochent, qui parfois sont pas forcément l'un sur l'autre, mais qui vont pouvoir communiquer un peu, se croiser, s'additionner. Oui, c'est intéressant. Que penses-tu de ce qu'on vient de dire? Est-ce que ça t'évoque quelque chose en particulier? Est-ce que ça t'a amené à penser à quelque chose que tu voulais dire, que j'ai pas posé, d'ailleurs, que j'ai pas interrogé? Euh, Ça m'a permis de fluidifier certaines choses, en fait, et c'est toujours un. Ça montre aussi l'importance de l'échange. Ça nous permet de nous connecter à un autre sens, à d'autres mots. Je vois les choses encore différemment, de façon plus profonde. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit à la fin. C'est ça, c'est-à-dire que ça me fait penser à des moments en tant que patiente où rien que deux, trois petits mots étaient, voilà, on nourrit mon espoir et m'ont permis de tenir le coup, en fait. À ce moment-là, j'avais besoin, et en quelques mots, surtout quand on a vécu des non plus jamais ou des choses compliquées, chaque petit mot, chaque geste, chaque sourire, pendant des mois d'hôpital, mais nous permettent voilà, de repartir, de recharger nos batteries, en fait, en tant que patient. Je pense qu'il faut vivre une maladie chronique pour se rendre compte du bienfait du sourire d'un soignant, d'un patient qui va s'asseoir quelques minutes avec nous, qui va proposer quelque chose d'un peu différent. Un patient qui est peut-être là pour, par exemple, en tant qu'aide-soignant, qui est là pour aider dans certaines, et qui va nous proposer un petit massage, ou qui va poser sa main sur notre main brièvement, mais ça veut tout dire. Ça veut dire je suis là avec vous, cette humanité, en fait. Et donc, voilà, ne pas hésiter, je pense, en tant que soignant, à apporter cette humanité, parce que c'est ce qui nourrit aussi, ça fait partie c'est une aide à la guérison et au rétablissement. Alors là, tu Ça fait arrives partie probablement, tu intégrante. vois, là, tu es en train, je pense, d'amener un peu la forme de conclusion qu'on va avoir dans tout ce travail. Ça va être un livre où on va reprendre les propos de chacun. En t'écoutant, j'entends plusieurs choses. Quand on parle de la médecine intégrative, du soin intégratif, de la santé intégrative, on est vraiment dans ce milieu où on associe toutes les approches, toutes les bonnes volontés qui peuvent venir aider un patient qui nous a demandé de le faire. Donc il est au milieu, il reste acteur, il est acteur. Mais pour être acteur, il a besoin d'être stimulé et d'être, je dirais, encouragé et rassuré. Donc là, je crois qu'il y a le rôle d'un entourage proche, il y a le rôle des soignants, il y a le rôle des patients experts, et puis je me disais, il y a peut-être aussi le rôle des anonymes qu'on va croiser un jour dans une salle d'attente,
qu'on va croiser quelque part et qui nous disent, ah oui, mais vous voyez, moi aussi, je suis passé par ça, puis on voit quelqu'un devant nous qui parfois se porte très bien. Et donc, il y a quelque chose qui est très nourrissant. Donc finalement, tu le dis, on a besoin d'humanité. de l'humanité. Et le rôle, je pense au rôle des bénévoles qui entrent Eh, dans votre, eh qui entrent oui, dans la chambre et eh oui. avec une mini bibliothèque, qui vont proposer un livre, des bénévoles qui viennent passer un petit temps et parler. C'est important aussi. On ne parle pas assez de ces personnes qui consacrent de leur temps, qui viennent à l'hôpital. Et ça aussi, c'est de l'humanité qui entre à l'hôpital et c'est très, très, très important pour nourrir l'espoir et Je pense que l'espérance. là, enfin, la place que les bénévoles vont occuper va être une place parfois qui est très complémentaire d'un entourage proche. Et parfois, quand l'entourage proche est trop loin ou n'existe pas pour X raisons, ce Mm. sont ces bénévoles qui prennent la place. Et c'est vital, en fait. C'est carrément vital. Vital, oui. Oui, je crois que c'est bien parce qu'on a un peu cerné plusieurs choses. Merci Juliette de ce travail, de réflexion, de ce témoignage en même temps, de quelque chose Merci. qui est nourrissant. On se retrouvera probablement le soir de la conférence. Cette conférence, cette interview, je vais la mettre en ligne dans 2 jours. Il faut qu'elle soit diffusée avant qu'on ait la conférence. C'est important. J'en ai d'autres. Et donc, il y en aura encore quelques-unes diffusées d'ici la fin de l'année. Et puis, merci beaucoup à toi et bonne journée. Merci infiniment, Pascal. Merci.